Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, les romanciers ont le Goncourt, les auteurs jeunesse ont la Grande Ourse. C'est un prix qui est décerné par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil qui se tiendra à la fin du mois. Le lauréat 2022 est Marc Boutavant, il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, les 100 ans de l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Les programmes, évidemment, sont ceux d'histoire. À l'approche de Noël, on va passer l'heure de la récré, toujours avec Emma, en compagnie d'une des stars absolues des cadeaux faits aux enfants. Vous avez reconnu? Bon. Allez, non, on la garde. Sophie la girafe, vous l'avez reconnue. Enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier pour son cours particulier. Si vous aimez la voile et l'aventure, vous savez que la route du Rhum bat son plein. Eh bien, des élèves la suivent en apprenant plein de choses grâce au dispositif La Course Bleue. Marie vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Ariol, Mouk, Edmond, Chien pourri, Beauguegueux aussi, et puis tant d'autres. Depuis plus de 20 ans, l'auteur-illustrateur Marc Boutavant fait lire et rêver les enfants. Il va recevoir à la fin du mois la Grande Ourse du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. C'est une distinction de l'équipe du Salon. Distinction qui, je cite, vient éclairer l'œuvre d'une créatrice ou d'un créateur francophone dont l'écriture, le geste, la créativité d'une ampleur ou d'une audace singulière marquent durablement la littérature jeunesse. Fin de citation. Marc Boutavant, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes l'invité du Grand Oral, hein? Je pense pas. Bah si, et alors on vous sort de votre chambre. Oui, on me sort de derrière mon écran. C'est ça. Et vous n'aimez pas trop en vrai. Peut-être que je vais adorer. Tout, parce qu'on a l'intention, j'essaye de faire ami avec Marc Boutavant, comme il est rentré dans le studio en disant ah, j'aime pas trop sortir de ma chambre. Ouais, je suis venu avec mes pantoufles, mais peut-être que je vais adorer. On peut faire l'idée qu'on est dans votre chambre. Hein. Ok, super. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Emma est venue avec des chaussettes vertes. Elle peut le prouver. Oui, je peux la preuve. Regardez, mes chaussettes vertes avec des paillettes. Elles sont sublimes, mais en chaussures dans ma chambre, ça se fait pas. Eh ben, elle va enlever les chaussures. Ah non. Marc Boutavant, auteur d'une œuvre considérable. Je voudrais qu'on recommence, puisque vous parlez aux enfants, par parler de votre enfance à vous. J'ai lu qu'au début de votre passion pour le dessin, vous souriez déjà, vous savez ce que je vais dire, il y a des balades avec votre frère. Et vous faites à la campagne, vous faites des décharges. Vous fouillez dans les décharges à la recherche d'un trésor. Vous êtes bien informé. Ouais. J'ai 2 frères. D'accord. On était 3. Les Dalton. Ils sont combien les Dalton? 4. Ok. Et à vélo, on allait dans toutes les décharges du département. Pas de la région, mais du département, effectivement, qui était, heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de tri. Et en fait, c'était une caverne d'Ali Baba à ciel ouvert. C'est-à-dire que c'est pas du tout malheureux, hein, mais c'est vrai que c'est là que je trouvais ma bibliothèque pour tous les mois à venir, etc. C'est là que je me nourrissais, pas de nourriture, pas d'alimentation, mais pour la culture, les jouets, les surprises et les aventures, c'était là. Il n'y avait pas de livre à la maison, sinon? Si, je suis sûr que vous avez connu ça, mais peut-être que vous n'êtes pas aussi vieux que moi. Il y avait des livres qui étaient interdits d'y toucher, des grands classiques. D'accord. Des grands classiques sérieux. Sérieux. C'était pas genre Marquis de Sade ou je sais pas quoi, on n'a pas le droit de toucher. C'était des livres. C'était des livres. Victor Hugo, vous n'avez pas le droit de toucher. En fait, on n'a pas le droit de toucher à l'objet livre. D'accord. Puisqu'il était super beau, super bien relié, vendu par un colporteur. D'accord. Qui était passé par là. Et donc vous alliez farfouiller dans les décharges. Et alors le trésor, à l'époque, c'était le journal de Mickey. Exactement, bravo. C'est une merveille. C'est le journal de Mickey, je ne sais pas si vous connaissez Emma. Oui, je connais. Parce qu'à cette époque-là, en fait, c'est comme tous les magazines, ça sert à vendre des séries, et puis si ça marche, après, c'est transformé en album. Donc là, c'était un échantillonnage génialissime de différents auteurs, différents styles graphiques, et humour et vision de la vie. Famille Globe et plein d'autres. Et là, vous commencez à dessiner, et vous commencez, je ne sais pas si c'est un conseil que vous donnez aux jeunes dessinateurs d'ailleurs, vous commencez en décalquant. C'est-à-dire vous commencez en imitant beaucoup. Exactement, en imitant tout ce que je voyais dans ce journal en particulier. Et jusqu'à ce que ça tienne un petit peu la route et que j'ose me lancer tout seul. Et j'ai fait pas mal de planches de bande dessinée tout seul, avec l'impression que vraiment c'est moi qui ai pondu ça, mais c'était parce qu'il y avait un gros travail de décalque. Et bon, ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais déjà vu, mais j'avais appris à décalquer. Et ça vous a servi par la suite, en fait? Ouais, bien sûr, ça sert à progresser énormément. C'est ça, on retrouve le geste, on apprend la technique. Alors, je ne sais pas lequel de vos 2 frères va vous accompagner dans la suite des événements, mais en tout cas, quand arrive le bac, puisque vous faites des études normales, vous voulez être médecin.
Exactement. Je voulais être médecin. Alors, je voulais être médecin parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus proche par rapport à ce que j'aimais faire, c'est-à-dire dessiner ou alors regarder, être assis dans la terre, dans l'herbe, etc., regarder la nature. Il y avait un petit côté biologie, j'avais un petit côté petit biologiste, et quand, en terminale, on parle des échanges entre les parois, isotonie et compagnie, et autres, tout un tas de trucs comme ça. Vous venez de me parler chinois. Oui, c'est un truc de biologie, c'est ça? Tous ces trucs de biologie, je trouvais ça hyper intéressant parce que j'avais le sentiment de les retrouver quand je faisais du mal aux fourmis ou à tout ce qu'on veut. Mais un de vos frères vous dit... Oui, j'ai de la chance. Un frère qui passait par là me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire en médecine? T'as rien à faire là-dedans, tu dessines tous les jours. » Bon, et je vous passe l'insulte. En tout cas, il n'en revenait pas. Il me dit « Mais fais une école de dessin. » Donc tout d'un coup, cette possibilité qui n'en avait jamais été une, on devient une. On devient une, il y a une porte qui s'ouvre et je me dis « Waouh !» On va pousser cette porte, mais juste après l'Anti-Sèche, si vous le voulez bien. Marc Boutavant, 4e lauréat de la Grande Ourse, ce prix qui récompense l'ensemble du neuf pour la jeunesse et qui est décerné par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Je n'ai pas donné les dates, ce salon aura lieu du 30 novembre au 5 décembre 2022. Marc qui est l'invité du Grand Oral et qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il y a tout juste 100 ans, Mussolini arrivait au pouvoir en Italie. Il instaure le fascisme comme chacun sait, le culte du chef. Il va diriger le pays jusqu'en 1943. Évidemment, c'est un pan important des programmes d'histoire, ça valait bien une Anti-Sèche. On révise. Tout à fait. Et pour cette chronique, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Mussolini à travers une affiche que tous les élèves de terminale étudient en cours d'histoire. Cette affiche, c'est celle-ci. Regardez, elle est signée du peintre Ambrosi et il s'agit d'un portrait aérien de Mussolini en aviateur. Donc, elle date de 1930. Formidable. Et on va regarder cette affiche. Au besoin, on la remettra un petit peu puisqu'il y a là tout pour décrire à la fois le fascisme et le régime totalitaire mis en place par Mussolini. Mais oui, à commencer par le support lui-même. On fait étudier des affiches aux élèves pour comprendre comment on inculque une idéologie à un peuple. C'est Mussolini ici, c'est Staline en petit père des peuples, c'est Hitler avec la jeunesse hitlérienne. Tous ces dirigeants ont en commun d'avoir mis en place un régime totalitaire avec un culte très fort de la personnalité. Et très souvent, ça passe par l'art. D'ailleurs, cette affiche que vous venez de voir, c'est une commande, bien sûr. L'artiste Ambrosi travaillait au service de Mussolini. Le symbole de cette notion de culte du chef, le surnom de Mussolini, le Duce, le duc. Eh oui, et c'est lui qui domine l'œuvre. Regardez à nouveau, son visage domine tout le paysage. C'est le chef, le guide, celui sur lequel tiennent les fondations de la ville derrière. D'ailleurs, son visage est en transparence sur la ville, comme si cette ville et lui ne faisaient qu'un. Oui, cette ville, et ça a son importance, c'est Rome, que Mussolini a profondément marqué de son empreinte. Il y en a plein de traces aujourd'hui encore. Tout à fait. Alors, Mussolini détestait la Rome moderne de son époque. Pour lui, c'était le symbole d'une Italie bourgeoise, libérale. Et c'est justement par Rome qu'il va accéder au pouvoir. Je vous explique le contexte. À l'époque, l'Italie sort de la Première Guerre mondiale. Le pays est en crise et il y a beaucoup de frustration. Les classes populaires veulent de meilleurs salaires. Il y a des grèves. Mussolini va alors réunir un groupe paramilitaire qui rassemble les chômeurs, les anciens combattants et les nationalistes. Il formera les faisceaux italiens de combat. Et ça sera le début. Comme fascisme. Exactement. Ça sera le début du fascisme, une sorte de mix entre populisme et nationalisme. Et peu à peu, son parti national-fasciste va grandir. C'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et si on ne lui donne pas, eh ben, il le prendra. Voilà ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il fait en 1922. Il marche sur Rome avec 25 000 hommes et oblige le roi de l'époque à lui proposer de former un gouvernement. Rome d'abord et puis toute l'Italie assez rapidement. Et oui, 6 millions d'adhérents au parti national fasciste en 1939 contre 700 000 en 1921 pour vous donner une idée. Et on revient à l'affiche encore. Regardez comment est représentée la ville de Rome. C'est la Rome antique, la Rome puissante. C'est cette Rome-là que veulent recréer les fascistes de Mussolini. Donc quand on parle de totalitarisme, de dictature, là aussi ce mot englobe toutes les sphères de la société. Et oui, et même l'architecture, on l'a vu en Allemagne avec Hitler, on le voit à Rome avec Mussolini. Lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est le début de grands travaux. Déjà, il isole et préserve les édifices construits dans l'Antiquité, le Colisée, le Forum romain. Il veut en fait recréer l'empire de César et se servir des codes de l'architecture romaine antique à des fins de propagande. Il disait « Nous rêvons d'une Italie romaine, sage, forte, disciplinée et impériale ». Et il y a tout dans l'affiche que je vous ai montré, l'Italie romaine. Sage avec ce chef qui tient ses rangs, forte et disciplinée avec ce chef de guerre déterminé et impérial avec la Rome antique derrière. Sauf que tout ceci, et on va dire heureusement, n'a duré qu'un temps. Oui. Et oui, en 1940, Mussolini s'engage aux côtés d'Hitler dans la Seconde Guerre mondiale. Ce sera un désastre pour l'Italie avec l'accumulation de défaites militaires. Le Grand Conseil du fascisme finit par voter le renvoi de Mussolini qui sera fait prisonnier.
puis délivré par les Allemands, mais à nouveau capturé par des militants antifascistes. Il sera exécuté, fusillé, le 28 avril 1945. Emma, merci beaucoup et je me permets d'attirer votre attention sur un journal qui m'est cher, Le Monde, et vous avez une très belle série sur l'empreinte de Mussolini et du fascisme sur l'Italie, signée entre autres par Alain Caval et Jérôme Gautret, et ça se retrouve tout ça sur Internet, et nous on se retrouve pour la récré. Absolument. Pam. Non, faites, vous savez les faire maintenant. Non, mais moi je sais pas faire ce. C'est vous, vous êtes un pro. Ah, il est génial. Ah ouais. Ouais, excellent. Bon allez, on se retrouve pour la récré. Pour l'instant, grand oral. Marc Boutavant. Nous sommes en 2005 et deux immenses stars de la jeunesse prennent leur retraite. Elles libèrent 10 pages mensuelles dans le magazine J'aime lire. Ces deux grandes stars, c'est Tom Tom et Nana. Et un drôle d'âne les remplace, Auriol, succès quasi immédiat. On accueille le papa d'Auriol, Marc Boutavant, papa pas seulement d'Auriol. Mais on vous a quitté, jeune bachelier qui finalement décide de faire du dessin et pas de devenir médecin. Vous montez à Paris tout de suite, vous faites des études. Alors là, pour le coup, j'ai lu plusieurs choses. On vous prête les arts déco à Strasbourg, on vous prête une école de dessin privée à Paris, on vous prête plein de trucs. Prêtez-moi. Rendons à César, puisqu'on parlait de Mussolini. Mais en tout cas, j'ai quitté mon village pour aller à Paris. Ouais. C'était une véritable renaissance. Après, finalement, je ne suis pas allé à Strasbourg, ça c'est sûr. D'accord. Et donc vous arrivez à Paris, et comment, voilà, le jeune homme que vous êtes, c'est de l'enthousiasme, c'est de la peur, qu'est-ce qu'on ressent quand on débarque à Paris à 18 ans? C'est plus qu'un enthousiasme, c'est une folie. C'est une renaissance, c'est un truc génial. C'est qu'avant, j'étais une petite pomme de terre, comme je vous disais, qui était posée dans le potager, là, etc. Je vivotais, j'étais pas beaucoup stimulé. Et ensuite, en arrivant à Paris, j'ai tout découvert, tout connu, tout rencontré. C'était démentiel, c'était merveilleux. Voilà. Il faut dire que très tôt, vous allez bosser à l'atelier des Vosges. Ça vient quand même plus tard. Un peu plus tard, hein. Ça vient 10 ans plus tard. Ah oui, quand même. Ouais. Néanmoins, à l'atelier des Vosges, donc là vous avez appris à dessiner, on retrouve, je les cite, hein, parce qu'il y a Émile Bravo, Lévi Strondagne, Christophe Blain, Johannes Farr, Emmanuel Guibert, Marjane Satrapi, enfin le Gotha de l'illustration. Et c'est quand même dans ce bain que vous allez baigner au moment où vous inventez vos premiers grands personnages. J'ai baigné là-dedans pendant 1 an. Et c'était merveilleux de voir ça parce que je voyais la soupe qui se faisait entre eux. Il y avait un maelstrom démentiel. Ils s'entrechoquaient, ça montait, du génie. Il y avait constamment la télé, la radio qui venaient, alors qu'ils étaient tout jeunes, ça débutait, mais il y avait déjà tous les médias dessus. Et comme moi, j'étais sur le côté de ça, parce que je ne faisais pas de bande dessinée et que je n'avais pas l'intention d'en faire, et ben, je me suis sauvé. Plutôt que de vivre sur la touche, je suis allé faire mon atelier ailleurs, en quelque sorte. Et c'est là qu'Emmanuel Guibert m'a rattrapé, quelques mois plus tard, en me proposant Auriol, d'illustrer son enfance, de me confier son enfance, de dessiner Auriol, ça. que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est vrai que vous avez hésité à accepter parce que vous ne vouliez pas faire de BD? Exactement. Donc vous dites à Guibert, ouais, c'est sympa ton truc, mais ouais, non. Non, merci. Non, merci. Oui, parce que vous êtes bien élevé. C'est ça. Mais non, mais sérieusement, la bande dessinée, on sait que c'est une question de rigueur aussi, de répétition, de rigueur. C'est tout ce que je ne faisais pas. Je dessinais à l'inspiration, des affiches, des flyers, n'importe quoi. Mais pas un truc répétitif comme ça. Ouais. Il m'a promis que ce serait un peu simple. Je lui ai dit genre quoi, Snoopy ou je sais pas. Bon voilà, degré de simplicité, on place où on peut. Et surtout, en fait, je l'ai rappelé, une fois que j'ai dit non merci, je l'ai rappelé parce que je me suis dit ce gars-là quand même, je peux pas dire non, faut que j'essaye. Il est tellement, je connaissais que pendant 1 an, il est tellement génial, je crois que j'apprendrai de toute façon quelque chose. Et si ça marche pas, j'arrête. Et vous vous retrouvez à dessiner Auriol. C'est l'enfance d'Emmanuel Guibert, hein, globalement. Enfin, une enfance complètement. BDisée, romancée, mais c'est son enfance. Et Auriol, alors j'ai appris que ça voulait dire Anne en berbère, ou quasiment, c'est Arioul, c'est ça? Ariol, oui. Voilà, Arioul. mais Arioul en berbère, et ça a donné Auriol, d'où l'image. Comment ils naissent, vos personnages? Comme Auriol, Chien pourri, Mouk, Edmond, il y a toujours une... comment vous faites, hein? Alors, comment on fait? Parce que à chaque fois, c'est une histoire, ce sont des binômes. Ouais. Et c'est pas un mot terrible, mais en tout cas, c'est une sorte de couple. Nicolas Gutmann, Astrid Desbordes, pour Edmond. Et c'est parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a envie de faire un truc ensemble, parce qu'il me confie quelque chose et que moi j'accepte qu'il me confie ça, que j'en ai une responsabilité et que j'ai envie de leur montrer ce que ça peut donner. Donc eux, ils me font un cadeau quand même, initialement. Et moi, je réponds à ce cadeau. Voilà. Mais pour donner le look au cadeau ou au personnage. Donner le look à un personnage. Vous faites? Mais je regarde School TV, je regarde. Non, mais je regarde partout. C'est vrai. Pourquoi?
Moi, je serai vous, Emma. Je guetterai toute allusion à des chaussettes vertes pailletées dans les albums qui viennent. Il y a peut-être quelques royalties à récupérer. Hein. Puis comme le garçon vend 1 ou 2 exemplaires, ça peut... Voilà, excusez-nous, on gérait des trucs. Non, mais c'est clair que tout me sert, et surtout la réalité, tout me sert. Je ne peux pas me promener dans la rue sans voir des choses. Et maintenant, ce qui est pas mal, c'est même dans la petite famille là, qu'on a constituée, on est 5 là, avec les enfants, 3 enfants. Tout le temps, il y a un truc qui revient, c'est « Oh, regarde, lui, il serait bien dans Ariole ». C'est pas vrai. Si, ou lui, il serait bien dans Chien pourri aussi. Il serait bien dans Chien pourri. Et quand vous baladez dans Paris, j'imagine que comme c'est le décor de Chien pourri, vous imaginez plein de choses. Oui. Ce dont j'ai besoin, c'est surtout des nouveaux personnages. D'accord. Ce sont eux que je cherche. Okay. Comme ça, sans les chercher vraiment, mais je suis disponible pour les voir apparaître. Sophie la girafe, ça peut être une idée? C'est pas mal, c'est bien Sophie la girafe. Vous nous referez Sophie la girafe? Très beau design. On fait Sophie la girafe, s'il vous plaît. J'ai oublié comment est-ce que... Ah bon, on va la faire dans 3 secondes. Alors, Marc Boutavant, lauréat de la Grande Ourse 2022. Avant lui, il y a eu Lucie Félix, il y a eu Marie Desplechin, qu'on va d'ailleurs recevoir très bientôt dans l'émission. Il y a eu Gilles Bachelet, Marc qui est l'invité du Grand Oral. On le retrouve juste après la récré et Sophie la girafe. Non, Emma Guessel. Emma. Oui. Maintenant, faites-vous la Sophie la girafe. Vous la maîtrisez. J'avoue que j'espérais que vous viendriez avec. Mais j'en ai pas, j'ai pas d'enfants en bas âge autour de moi. Moi non plus, j'ai une Sophie la girafe pour autant. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, Noël approche à grands pas et évidemment, vous ne pouvez pas vous en empêcher, on l'aura compris. Vous y pensez absolument tous les jours. Mais oui, surtout quand il y a des belles initiatives comme celle dont je vais vous parler. Donc on connaît tous Sophie la girafe, star des bébés qui font leurs dents et qui permet d'éveiller les 5 sens. Eh bien cette année, si vous décidez d'offrir une Sophie la girafe à votre petit cousin par exemple, eh ben, vous allez permettre à des enfants démunis de pouvoir avoir des jouets pour Noël. Ce qui est fort important et sympathique, c'est une initiative qui vient en partenariat entre la marque Sophie la girafe et le Secours populaire. Exactement, et le principe est simple, à chaque coffret Sophie la girafe acheté, un jouet neuf sera offert au Secours populaire et distribué par des Pères Noël verts, un beau geste, mais surtout un geste utile. Selon un baromètre IFOP et Don Solidaire France réalisé en décembre de l'année dernière, 29% des parents risquent de renoncer à acheter tout ou une partie des cadeaux de Noël pour leurs enfants. Et quand on voit que cette étude a été réalisée il y a 1 an et que depuis l'inflation ne cesse de croître, on se dit que ça peut malheureusement pas vraiment s'améliorer cette année. La marque Vully qui commercialise Sophie la girafe s'engage à offrir minimum 5000 jouets pour les enfants des familles démunies. Donc voilà, vous avez jusqu'au 15 décembre pour participer à cette belle action. Merci beaucoup. On le fait tous en chœur, d'accord? On fait un Sophie la girafe tous les 3. 1, 2, 3. Quack, quack. Grand oral. Marc Boutavant, il le rappelait il y a quelques instants, qui a travaillé avec différents auteurs comme Astrid Desbordes, ça c'est pour la série Edmond, Emmanuel Guibert pour Ariole, Cola Gutmann pour Chien pourri, Béatrice Fontanelle pour Boguegueux, ça j'insiste parce que Béatrice, on la connaît tous les deux un peu, elle est formidable, et Boguegueux est un chouette, drôle de personnage, invité, Marc du Grand Oral. Ça va, vous vous sentez un peu comme dans une chambre là? Ça va mieux. Ça va mieux, hein? Dans une demi-heure, ça sera parfait. Ok, c'est super. Bon, on sera au café à ce moment-là ensemble, si vous voulez bien, mais l'émission sera terminée. Est-ce que vous pourriez créer pour les adultes? Est-ce que vous n'avez jamais été tenté de créer pour les adultes au début? C'est ce que vous avez fait quand même. Quand vous êtes illustrateur, vous débarquez à Paris, c'est pas l'enfance tout de suite. C'est l'enfance presque tout de suite. Presque tout de suite. Parce que finalement, ce que je faisais, ce que je réalisais comme image, c'était déjà des dessins pour enfants appliqués à autre chose. C'est-à-dire que ces flyers pendant 10 ans de la Ganguette Pirate, finalement, ça ressemblait à un livre pour enfants. Mais c'était pour des jeunes et des moins jeunes, mais en tout cas, ça ressemblait... Vous allez boire des coups à la Ganguette Pirate et écouter de la musique. Exactement. Ouais. Mais c'était un endroit génial. Et finalement, lorsque Gérard Le Monaco m'a contacté, c'était lui en premier pour un livre, pour illustrer un livre. C'est parce qu'il devait traîner dans les bars, il a vu ces flyers. Et il m'a demandé si avec ça, avec ce style-là, je ne voulais pas illustrer un texte qu'il avait. Et c'est parti comme ça. J'ai bien fait de faire des flyers. Et bon voilà, donc en tout cas, j'ai toujours dessiné d'une manière un peu comme ça, enfantine. Et comme disait aussi Frédéric Houssin chez Albin Michel à l'époque, quand il m'a découvert, il me disait « Mais qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? Mais viens tout de suite faire des livres pour enfants. » Ouais, je te fatigue pas à essayer d'aller chez les autres. Oui, mais surtout, arrête ces flyers, ces posters, ces petites choses qui vont... qui disparaissent. Éphémères, qui disparaissent. Voilà, etc. Viens vite faire des livres pour enfants parce que dans telle image que tu as fait pour tel truc, en fait, c'est déjà une histoire, il y a déjà le début d'une histoire, les personnages ont une relation entre eux, ils se comprennent, ils se parlent, bon, etc. Et on se dit, mais attends, elle est où la page suivante? Donc je trouvais ça assez encourageant. Dans votre œuvre, il y a beaucoup d'humour, de fantaisie, de tendresse, de poésie. C'est fondamental quand on dessine pour les enfants? J'en suis persuadé. C'est quoi? C'est pas mon credo, mais
Il y a tout ça, vraiment, vous avez ressenti tout ça? Ouais. Je suis assez content. Non, je suis très heureux. Cool. Parce que c'est tout ce que je veux mettre, c'est très important. Plus ça va, plus c'est que ce que je veux mettre. D'accord. Et alors, j'ai jamais... Non, quand on vous lit, pardon, Non, oui. je vous lis, voilà. Mais oui, on renoue avec ça. Et on se prend... on se dit quand même, quand j'avais 9 ans, 10 ans, si j'avais pu lire ça, j'aurais passé une bonne journée. Et je me serais dit peut-être que le monde après est sympathique, ce qui est quand même une arnaque fondamentale. Mais enfin, c'est pas grave. Oui, mais après, on est d'accord que je fais qu'une partie du job. Ouais. Que la source, c'est quand même beaucoup, par exemple, Emmanuel, ce qu'il me confie. Moi, après, je vais arriver et je vais mettre en scène tout ça, faire passer les choses. Chien pourri, j'avais un rôle encore plus évident parce que les textes, quand ils sont comme ça, nus, je me suis dit, oh, c'est génial, c'est hyper drôle, mais il va falloir que, quand même, que je mette un petit peu de mignon et de tendresse là-dedans parce que sinon ça peut être un peu dur. Si quelqu'un d'autre avait été choisi, ça aurait été un autre chien pourri. Enfin, c'est évident à dire, mais on n'imagine pas à quel point ça aurait une autre signification, un autre sens peut-être selon... Que celui que ça a eu finalement. Voilà. Vous avez 3 enfants ? Oui. Vous avez au moins une fille qui s'appelle Natacha. On la voit dans une vidéo d'Au bois dormant de Karen Jameson qui a été publiée chez Kaléidoscope. Elle lit. Est-ce que vos enfants lisent vos histoires ? Est-ce que vous avez envie de leur transmettre quelque chose de particulier ? Et puis surtout, est-ce qu'ils ne sont pas un peu énervés de vous partager avec des millions d'enfants, quoi ? Super question. J'ai pas de réponse pour celle-ci, pas tout de suite, mais en revanche, pour les enfants, je suis parti bille en tête. Pour les avoir avec moi, leur proposer des choses, etc. Ça n'a pas marché du tout. C'est normal, je tendais un peu le cou, j'allais forcément me faire taper sur les doigts puisqu'ils étaient là, papa est à disposition, hier il m'a un peu disputé, là je vais la voir. Ouais. Donc c'est plutôt avec Natacha la dernière que j'ai appris, j'ai laissé faire, j'ai laissé venir et c'est une très grande lectrice, c'est une très grande admiratrice. Ah, extraordinaire. C'est pas mal. La question que je vous ai posée sur la relation des enfants, c'est en référence à ce que Timothée de Fontbelle a raconté sur ce plateau même il y a quelques jours, où il disait qu'il a inventé une histoire rien que pour sa fille, parce qu'elle était un peu énervée de devoir partager les héros de son père avec tous les enfants du monde, quoi. Enfin, j'exagère, mais comme vous avez le même genre d'audience et de succès, c'est pour ça que je comprends. Et maintenant que, je réfléchis 2 secondes, Natacha m'a dit une fois, ah non, mais je suis jaloux, en fait, tu vois, parce que je partais dans un institut à l'étranger, voir plein de classes francophones. Et il me dit, non, mais reste, je suis jaloux, tu vas voir plein d'enfants, moi je suis là. Et c'est vrai, mais c'était il y a 2-3 ans, il m'a dit ça. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que les réactions d'enfants, vous me demandez. Vous voyez ce que je veux dire ? La poésie, la jalousie, c'est ma grande spécialité. Marc Boutavant, La Grande Ourse, félicitations. Vous restez avec nous. Merci. On va parler d'une super initiative pédagogique maintenant. Génial. On va prendre le large et les voiles. Merci beaucoup, Emma. Merci à bientôt. à vous, à très vite. Marie-Olivier, cours particulier. Et aujourd'hui, dans le cours particulier de Marie-Olivier, on prend le large avec la route du Rhum qui sert d'outil pédagogique et de sensibilisation à de nombreuses classes à travers la France. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Allez, petit rappel, ce que c'est la route du Rhum. Qu'est-ce que c'est ? Elle bat son plein en ce moment. Transatlantique, qui est à la voile et en solitaire, qui a lieu tous les 4 ans depuis 1978. Le départ de la 12e édition a été donné mercredi 9 novembre à Saint-Malo, avec 138 skippers qui naviguent en direction de la Guadeloupe. Oui, d'ailleurs, selon que vous nous regardez en première diffusion ou en rediffusion, peut-être même que les premiers sont arrivés, en tout cas s'ils ont battu le record détenu par Francis Joyon. C'est très fascinant la navigation, on le disait il y a quelques semaines avec les enfants de l'école Le Blé en Herbe dans les Côtes d'Armor qui suivaient le Passe-Partout. Oui, on se rafraîchit la mémoire pour exactement, ceux qui ont oublié. Le Passe-Partout, c'est un voilier, mais lui n'a pas pris le départ de la route du Rhum. Les interrogations des enfants restent les mêmes, cependant, sur la vie à bord, la manière de dormir des skippers, leur manière de manger. Certaines classes suivent la route du Rhum et les avancées des bateaux, d'autres se focalisent sur un voilier avec parfois des échanges avec un skipper. Alors, qui joue le jeu dans les skippers ? Alors, par exemple, il y en a plusieurs, mais François Gabard, celui que l'on surnomme le petit prince des océans, et l'égérie de la course bleue. La course bleue, c'est un programme pédagogique lancé par la Fondation de la mer et le fonds de dotation CREX for Oceans pour sensibiliser à la protection des océans. Ils sont en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On reste sur cette course bleue. Qu'est-ce qu'ils proposent en particulier ? Alors, sur leur site, on trouve des ressources pédagogiques gratuites et en libre accès, et même un espace spécialement dédié aux enseignants. Les parents aussi peuvent s'en servir avec leurs enfants. Et vraiment, il y a des fiches qui sont toutes prêtes sur des thèmes en lien avec la course. Donc, par exemple, la découverte de la course au large, de manière générale, la route du Rhum, les voiliers de l'édition 2022, mais surtout, il y a aussi des fiches sur les océans comme espaces menacés, ou encore l'omniprésence du plastique dans ces mêmes océans. Et c'est pour les enfants de quel âge ?
Alors, c'est les enfants du CP à la 6e. En fait, les fiches suivent aussi la chronologie de la course pour que les enfants puissent suivre, apprendre et être sensibilisés en temps réel. Donc c'est super complet, finalement, entre l'aspect sportif, la vie à bord et des aspects objectifs du développement durable, sensibilisation à la protection des océans. Oui. Est-ce qu'ils peuvent agir, néanmoins, les enfants? C'est juste pour apprendre? Alors, ils apprennent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas du tout passifs. Hein. On veut vraiment, à travers ce programme, les sensibiliser avec des vidéos, notamment une où François Gabard parle du plastique qui peut servir à développer leur créativité. Et justement, il y a des défis qui sont organisés pour les enfants avec, par exemple, le concours Art en plastique pour l'océan où ils créent des œuvres d'art. Et c'est pas dans ce contexte-là qu'il y a aussi l'innovation bleue, un grand concours? Si. L'idée, c'est de réfléchir à une solution originale avec l'innovation bleue pour lutter contre la pollution par les plastiques dans les océans. Chaque classe du cycle 2 ou 3 peut y participer. L'objectif, c'est que le plastique n'arrive même pas aux océans. Donc, en fait, on peut agir sur Terre. Les réalisations des élèves sont expliquées et montrées via des supports de communication qu'ils font, donc des posters, des vidéos ou encore des œuvres d'art. Si vous voulez y participer, vous avez jusqu'au 2 mai 2023 et François Gabard fera partie du jury avec d'autres experts. Super, c'est extrêmement riche comme programme. On sait un peu ce qu'en retirent les enfants? Alors déjà, ils en retirent une connaissance de la mer et des océans. Il y a même des sons d'animaux sous-marins à écouter sur le site comme celui-ci. Écoutez. Vous l'avez reconnu? Bien sûr. C'est un dauphin. Presque. Presque. Mais comment ça, presque? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un globicéphale noir. Hein. Bravo, Emmanuel. Mais non, mais je sais, c'est écrit là. Mais, mais ça ressemble à quoi? Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est écrit là. C'est comme en fait, c'est le cousin du dauphin. C'est une espèce de globicéphale. Ouais. Cousin du dauphin. Je suis pas loin. Pas tout près. Ce sont des cétacés de la famille des delphinidés. Waouh. Et alors qu'apprennent les enfants, hormis à devenir experts des delphinidés? Alors, ils ont la sensation d'avoir participé à l'aventure de la route du Rhum et ils ont aussi de nombreuses connaissances au-delà de savoir ce qu'est un globicéphale et le son qu'il produit, savoir lire une carte, connaître les bases théoriques de la navigation, comprendre le mode de vie et le rythme d'un skipper et des valeurs comme l'humilité et l'engagement. Formidable. Oui, et je crois qu'on a quelque chose à regarder aussi. Mais vous n'avez pas partagé les trucs que je vous ai montrés? Si. Oh là 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 là. Emmanuel, vous êtes allé sur la route du Rhum? Non, pas la route du Rhum, mais j'ai fait l'entraînement une fois. Ah bon, on le verra une autre fois. Allez. On va te gérer. On va débuter encore. Voilà, parfait, c'est bon. Parfait, c'est tout. Clin d'œil à Thomas Coville, qui est un autre skipper absolument extraordinaire, comme François Gabard et tous ces héros-là, qui fait beaucoup aussi pour les questions d'éducation. Effectivement, j'avais eu la chance de naviguer un tout petit peu avec lui, mais c'était pas très sportif, hein, c'était pour les caméras. Merci beaucoup, Marie. Marc, merci beaucoup. Une mini question, vous rencontrez plein d'enfants. Je sais que vous trouvez toujours beaucoup de temps pour les enfants, et ça fait longtemps. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont changé, ou est-ce que l'enfance, c'est toujours, au fond, la même chose? Et ils n'ont pas changé du tout. Ouais. Vraiment. Je reviens de Beyrouth. J'ai vu, sur 4 jours, j'ai dû voir une centaine d'enfants. C'est des enfants. C'est des enfants. C'est l'universel de l'enfance. Oui, vraiment. Bon, en tout cas, vous lui parlez merveilleusement. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Merci d'autant plus. Et j'ignorais que l'exercice, c'est pas forcément celui que vous préférez. La prochaine fois, on amène les caméras dans votre chambre. C'est ça qu'il faut faire. J'aimerais bien. Ouais, bah super. Emma mettra ses chaussettes vertes à paillettes. Marie viendra avec un voilier. Et on arrive à... Non, mais on est capable d'avoir de l'imagination ici. Merci aussi à toute l'équipe. Et merci Marie. Merci à toute l'équipe au maquillage, à Colline Hamel, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui en régie aujourd'hui est assistée par Roxane Sarfati, Maxence, Mongin pour le son, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Bref, à tout de suite, à bientôt, on reste ensemble.